Plus de 15 000 morts comptabilisés en 9 ans de guerre. En plus, il ne s'agit là que de ceux que l'on a pu identifier. Une décennie déjà, de sang, de violence, de tragédie, et pourtant, rien n'a changé, rien ne s'est amélioré. Au contraire, la situation a empiré. On continue notre décompte macabre des morts avec les commentaires les plus hypocrites, les plus décalés, ou au mieux, les plus ignorants sur les antennes internationales. L'ambassadeur de la France veut qu'il rentre. Les ministères qui sont à Cambouessin veulent qu'ils tous y rentrent. Nous voulons la Russie parce qu'ils sont plus pragmatiques et efficaces. On a souvent le sentiment que la presse internationale préfère se passionner pour des questions moins cruciales, telles que les positionnements idéologiques ou les joutes politiques, pour les antagonismes qui opposent les individus. On se concentre tous ou presque sur les conséquences, ignorant trop souvent les causes. Comment traiter une maladie si on se contente de soigner seulement la manifestation, sans s'attaquer aux causes, sans identifier l'origine même du mal? L'historique en médecine, comme dans la vie, est vital pour traiter les patients. Et si pour s'inscrire dans cette dynamique, on questionnait sans complaisance, sans faux fuyant, les raisons de l'interminable guerre qui ensanglantent le Sahel depuis une dizaine d'années. Les guerres qui déstabilisent toute la sous-région ouest-africaine, sans passion et sans parti pris, mais sans tabou. Et si pour une fois on sortait du discours politique, des arguties, de la propagande, du narratif qui entoure la couverture de ce conflit pour parler sans filet des raisons qui ont plongé le Sahel dans une guerre sans fin. Regardez cette large bande de sable avec ses dunes qui se forment au gré des tempêtes et du vent sifflant qui domine dans cet environnement particulièrement hostile à l'homme. Rien ne pousse ici. Pas grand monde n'est capable d'y vivre, hormis quelques tribus nomades comme ces Touaregs et Bédouins qui évoluent comme des poissons dans l'eau. Ici, la mort est tellement proche et elle frappe le visiteur non accompagné de façon cruelle. Ce désert s'étend sur une superficie de 9 060 000 km², c'est-à-dire plus de 4 fois la taille de l'immense République démocratique du Congo, la taille des États-Unis d'Amérique. Il a quasiment la même superficie que la Chine. Un espace hostile à l'homme a priori sans intérêt, mais qui revêt, tenez-vous bien, une importance géostratégique capitale pour l'Europe et pour beaucoup d'autres régions éloignées d'elle. En réalité, ici, nous sommes à 2795 km de Paris, mais à moins de 1000 km à vol d'oiseau de Madrid en Espagne. À Kidal, nous sommes à seulement 2651 km de Marseille en France. À Samaka, dans le nord du Niger, nous sommes à 2590 km de Rome, la capitale italienne. Et de Thessalite, dans le nord du Mali, nous sommes à 3192 km de Paris. En réalité, nous sommes à portée d'un simple missile balistique dont la portée est de 10 000 km. En gros, celui qui veut frapper militairement un des pays européens peut le faire en contrôlant simplement ce désert. Celui qui tient le Sahara a l'Europe à portée de missiles. Le Sahara, dans des mains hostiles ou indélicates, représente donc une vraie menace pour la sécurité de l'Europe. Être ainsi à portée d'un potentiel ennemi ne peut naturellement être accepté du vieux continent, surtout que l'Europe ne peut pas compter sur des pays tels que l'Algérie, avec qui les relations ont toujours été instables, le Maroc ou la Tunisie ou l'Égypte. Tous des pays de confession musulmane et souvent tournés vers l'Orient. L'Europe ne peut donc pas compter de façon certaine sur les voisins du nord du Sahara. Elle ne peut leur confier sa sécurité. Il est donc impératif de contrôler ce vaste désert, d'y installer son influence pour qu'il ne tombe pas dans des mains indélicates. Imaginez dans l'interminable guerre que se livrent les pays occidentaux et la Russie, Vladimir Poutine contrôlant une partie ou l'ensemble de ce vaste désert du Sahara. Ce n'est juste pas envisageable pour l'OTAN. Ça, c'est l'aspect militaire. Souvenez-vous de la crise des missiles russes à Cuba qui a failli plonger le monde dans une guerre planétaire. Le 14 octobre 1962, un avion américain en vol au-dessus de Cuba photographie des sites d'installation de missiles nucléaires. Le leader cubain est bien entendu en bons termes avec l'Union soviétique. Les Russes en profitent pour installer des missiles balistiques à 150 km des côtes de la Floride. Le 22 octobre 1962, à 19h, Kennedy prononce un discours retransmis à la télévision et à la radio, dans lequel il annonce deux choses aux Américains. Il les informe d'une part de la présence de missiles nucléaires russes à Cuba, et d'autre part qu'il va répondre à cette agression par un blocus maritime de l'île. The path we have chosen for the present is full of hazards, but the greatest danger of all would be to do nothing. Des navires soviétiques s'approchent de la ligne de blocus.
Le monde entier retient son souffle. Après plusieurs tirs de sommations américains, les navires russes arrêtent leur progression et le sous-marin russe fait demi-tour. Le 28 octobre, les soviétiques acceptent de retirer leurs armes nucléaires de Cuba. En échange, les Américains ont accepté de retirer leurs missiles en Turquie. Le désert du Sahara et son Sahel représentent un peu la même chose pour les Européens. Il n'est pas question de les laisser occupés par une quelconque menace venue d'ailleurs. Alors, aux Européens qui s'interrogent de savoir pourquoi leur pays se bat dans cette région, de comprendre qu'ils sont là d'abord et essentiellement pour leur propre sécurité. Qu'ils ne sont pas ici pour aider le Mali, le Burkina Faso ou le Niger. Non, pas du tout. Ils se battent ici pour asseoir leur influence, pour éviter qu'une force hostile s'installe à leur porte. Les bases militaires qu'ils s'emploient à installer un peu partout dans les pays sahéliens sont de postes avancés pour anticiper, pour prévenir toute menace qui s'installerait ici à la faveur du chaos. Aux confrères qui prétendent que les soldats français, européens ou américains sont morts pour défendre le Mali ou le Burkina Faso, de faire un effort pour corriger leurs copies et de dire la vérité à leurs lecteurs, auditeurs ou téléspectateurs. Les discours récurrents sur les sacrifices de la cinquantaine de soldats français morts pour aider le Mali sont sérieusement à nuancer. Ils sont morts en héros ou en martyrs pour la sécurité de leur pays, tout simplement. Mes chers compatriotes, nous avons donc le devoir d'agir face à la crise libyenne dont les conséquences pourraient être très lourdes pour la stabilité de toute la région. Ce discours, on ne doit jamais l'oublier, est la genèse du chaos, le facteur aggravant. En laissant Nicolas Sarkozy et son philosophe va-t-en-guerre, Bernard-Henri Lévy, tuer Muammar Kadhafi, ils ont offert une extraordinaire porte d'entrée, un vaste terrain de jeu, une arrière-base inespérée aux djihadistes, aux extrémistes venus du Moyen-Orient, que l'on a délogés en Afghanistan et au Pakistan après la croisade de George W. Bush qui a suivi les attentats du World Trade Center et qui voue une haine viscérale aux infidèles occidentaux qui rêvent d'en découdre avec eux. Le mal est venu de la Libye, vous le savez tous. Avec la défaite de la Jamaïria, ce n'est plus des armes qui viennent, c'est des hommes. C'est des milliers d'hommes qui sont venus, mais c'est des armées organisées. La plupart viennent de la grande brigade de Kadhafi. Et cette brigade super armée et bien organisée, qui était l'un des bastions et qui a été l'un des remparts et les derniers remparts de la lutte sur Sirte, aussi bien que Tripoli. Ces gens sont venus en grande masse et ont déferlé dans la bande sahélo-sahélienne. Une révolution nationale en Libye, mais ce n'est pas ça qui explique la déstabilisation du Sahel. La déstabilisation du Sahel, elle vient de la désespérance et de l'absence de perspective d'une grande partie de la jeunesse qui se radicalise et qui est à ce moment-là embauchée, endoctrinée par des djihadistes qui n'ont rien à voir avec la Libye. Voilà. Comment se fait-il qu'après une intervention, il y a maintenant plus de 3 ans et demi, il n'y ait eu aucune réflexion sur ce qui devait se passer après. Alors maintenant, il s'agit de réparer les erreurs d'hier. L'État libyen, vous le savez, c'est un des pays les plus armés du continent. Toutes ces armes, aujourd'hui, ne se trouvent pas dans les magasins, mais toutes ces armes se trouvent au sud du Sahara, dans le Sahel, dans nos propres pays. Ce que vous avez dit sur la Libye, je l'ai dit plusieurs fois comme président, je partage ce que vous avez dit. La Libye, on n'a pas respecté la souveraineté d'un peuple, et ça, c'est une erreur. Malgré les dénégations, la falsification de l'histoire par quelques-uns, qui, comme l'ancien ambassadeur Nicolas Normand que l'on vient d'entendre, nie encore la responsabilité de la France dans le chaos dans le Sahel, qui refuse de voir le lien entre le geste fou de Nicolas Sarkozy et l'embrasement du Sahel, ils sont désormais plus nombreux, heureusement, et pas des moindres, à la reconnaître. Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. La France et avec elle ses alliés européens doivent garder à l'esprit et informer leur opinion qu'ils sont les principaux responsables du sang qui coule chaque jour dans le Sahel. C'est un fait, et il ne faut pas le reconnaître de façon voilée, en sourdine ou entre deux discours. Et vous remarquerez que l'auteur de ce grand désordre n'a jamais été inquiété. Il coule des jours heureux dans son pays. Son philosophe va-t-en-guerre est déjà sur un autre terrain de conflit, l'Ukraine. Les politiques européens sont conscients qu'ils ont offert aux ennemis de tout poil les moyens et l'espace le plus pratique pour les frapper. De surcroît, avec les armes qu'ils ont récupérées dans les magasins libyens, dans le plus vaste magasin d'armes à ciel ouvert, le désert du Sahara. Toutes ces menaces que je viens de citer
se sont renforcés en capacité militaire, ont eu beaucoup de moyens, ont eu des armes nettement plus sophistiquées, des armes anti-aériennes, des SAM et tout. Donc c'était le magasin d'armes le plus important au monde, le plus grand du monde, le mieux fourni et le moins cher. Nous avons mis en garde avant la première frappe de la Libye en son temps. On ne nous a pas écoutés. On n'a pas écouté la voix du continent. Si ces fous de guerre, ces barbus revanchards utilisent ces armes, cet arsenal, pour prendre d'assaut le nord du Mali, du Burkina Faso, le nord du Niger, et essaient d'étendre leur influence sur l'ensemble du Sahel, ce n'est pas pour islamiser cette région qui l'était déjà depuis des siècles, qui était même en avance dans cette religion par rapport à eux. Le Mali est un pays qui a connu l'introduction de l'islam depuis le IXe siècle. Un islam cohérent, solidaire, généreux, respectueux de la vie humaine et surtout respectueux de la vie des hommes. Et un islam fait d'éthique. Au-delà du rêve de création d'un califat, le but ultime pour eux est de tenir l'Europe à portée de missiles, de pouvoir la frapper lorsqu'ils le désirent, lorsqu'ils en éprouvent l'envie. Le désir de revanche contre les infidèles est particulièrement fort. Cette stratégie passe donc malheureusement, entre autres moyens violents, par la conquête des pays du Sahel. Ça, c'est l'aspect militaire qui amène les nations européennes, notamment la France et ses alliés américains, à tout faire pour rester sur place, pour tenir ces États. Un mauvais choix, une stratégie dépassée, obsolète et totalement irréalisable dans le contexte sociopolitique actuel. Le principe de la colonisation est dépassé. On va en parler, si vous le voulez bien, après avoir terminé l'inventaire des raisons qui amènent les nations du Nord à vouloir contrôler cette bande sahélo-saharienne. Second aspect géostratégique qui explique l'intérêt des grandes puissances et des cartels de la drogue pour cette région du Sahel. Le Sahara est la route de tous les trafics vers l'Europe. Il y a beaucoup de business dans toute cette région, contrairement à ce qu'on dit. Sans parler des trafics de drogue qui se passent dans toute la région depuis l'ensemble du golfe de Guinée. Ces narcotrafiquants, c'est des bandes qui reçoivent des colis de drogue par avion, par bateau. Quelqu'un m'a même vu parfois par sous-marin, qui tombent sur la côte ouest de l'Afrique et qui viennent de l'Amérique latine et qui sont convoyés par ces groupes et des barons plus ou moins connus et qui ont également des sous-traitants qui ont un rôle de conduire cette drogue vers le continent européen, vers le Proche-Orient, le Moyen-Orient et un peu plus loin. Et ce groupe également est un groupe particulièrement important qui s'est enrichi sur la poudre, qui a créé une certaine forme de commerce à eux et qui est un commerce qui génère énormément, qui les permet d'avoir des complices, qui les permet d'avoir des supplétifs, qui les permet d'avoir des armes, qui les permet d'avoir des quantités extrêmement importantes de munitions. C'est eux d'ailleurs qui soutiennent la logistique de toute cette armée que nous avons face à nous aujourd'hui. Plus de 60% de la drogue qui inonde l'Europe transite depuis presque une vingtaine d'années par ce vaste désert que personne ne contrôle efficacement. C'est la principale porte d'entrée européenne de la drogue venue d'Amérique latine, d'Afghanistan, du Pakistan. Les cartels se sont donné rendez-vous dans cette immensité désertique qu'il est plus difficile de surveiller que les mers. Impossible pour des pays comme le Niger, le Mali, le Burkina Faso, la Mauritanie de contrôler cet immense territoire de sable qui fait pourtant partie intégrante de leur territoire. On a vu se multiplier des pistes d'atterrissage éphémères ici au milieu de nulle part, sur lesquelles des trafiquants ont fait atterrir des immenses porteurs, les ont déchargés de leur drogue et ont brûlé l'avion. C'est dire l'importance financière de la marchandise s'ils peuvent ainsi sacrifier des Boeing 747. C'est des zones extrêmement importantes, des distances extrêmement grandes. Tu peux parcourir 400 km sans rencontrer un qui vit ni un arbre. Pendant le mois de décembre, on a 1 degré la nuit, et pendant le mois de mai, on a plus de 50 degrés Celsius. Donc ce sont des zones extrêmement difficiles. Et la densité et la démographie est presque nulle. Donc faites-vous une idée de, comment on appelle, de la zone géographique auquel on a affaire. Souvenez-vous de ce que l'on a appelé air cocaïne dans le désert malien. Le président malien d'alors, le général Amadou Toumani Touré, injustement accusé de bénéficier de ce trafic, me faisait une confidence en présence de l'ancien premier ministre de Guinée, Kabine Komara, en disant ceci. Lorsque l'on pose un avion de drogue dans le désert et que l'on donne 100 millions de francs pour la seule opération à un général ou un officier de la région, qui a moins d'1 million de salaire mensuel, le nouveau patron du général,
c'est le trafiquant. Quel type d'emprise puis-je avoir sur lui? C'est clair, non? Autre réflexion d'un officier supérieur malien dans ces années 2000, quel intérêt avons-nous à lutter contre ces trafiquants de drogue, puisqu'ils sont non seulement très riches et puissants, mais en plus, ils sont juste en transit chez nous. Notre jeunesse n'en consomme presque pas, puisqu'elle n'a pas les moyens pour en acheter. Alors pourquoi dépenserions-nous les moyens que nous n'avons pas contre des personnes qui en ont plus que nous, pour protéger les Européens de la consommation de ce produit? La bande sahélo-sahélienne et une partie de l'Afrique n'est qu'un point de passage. Le sentiment est le même dans les casernes algériennes. Cette drogue qui transite souvent par l'Algérie avec des généraux très arrangeants ne rencontre pas beaucoup de difficultés pour entrer en Europe où se trouve l'essentiel des consommateurs. Question de pouvoir d'achat. Du coup, les Européens, s'ils veulent maîtriser ou bloquer l'arrivée de cette drogue dans leur espace, doivent la contrôler dès leur débarquement sur le continent africain. La drogue a quitté quelque part pour arriver ici. Eh bien, il fallait l'empêcher de quitter. Nous, on ne plante pas la drogue dans le désert. Il n'y a pas un arbre qui pousse. Les fleurs ne poussent pas non plus. Et encore moins les plantes de la drogue. Donc, d'où est-ce qu'elle vient? La drogue est intercontinentale. Elle ne nous est pas destinée. Nous n'en consommons pas chez nous. Nous sommes une zone de passage. Malgré nous, mais sûr et certain que si on ferme le départ et que l'arrivée également ne reçoit pas, eh bien, le trafic va cesser. Donc, c'est tout un dispositif large qui implique plusieurs pays, qui implique même des continents et qui implique plusieurs services qui est là. Chacun a une part de responsabilité. Donc, dire qu'on ferme les yeux, c'est trop dire. Là encore, pour contrecarrer le vaste trafic, les autorités européennes, notamment françaises, se sont trompées sur l'approche, comme on va le voir dans un instant. Mais avant d'en arriver là, il faut évoquer l'un des aspects les plus importants de la présence européenne en général et française dans la région du Sahel. La cause que l'on n'avoue jamais, que l'on nie avec la dernière énergie, alors que c'est aussi visible que le nez au milieu du visage. Regardez ces dunes, observez ces engins qui s'affairent, qui vont et viennent sur ces pistes au milieu de nulle part. Nous sommes dans le nord du Niger, dans une mine d'uranium. L'électricité nucléaire, bien que produite en France, fonctionne à l'uranium importé. Nous dépendons essentiellement du Niger, du Canada, du Kazakhstan et de l'Ouzbékistan. On importe intégralement cette ressource puisqu'il n'y a plus de mines en France. La France consomme environ 7000 tonnes d'uranium naturel par an. Ça représente environ entre 500 millions et 1 milliard d'euros par an dans la balance énergétique française. Ceci illustre la place stratégique qu'occupe le Niger dans l'échiquier mondial. Même si ça doit faire hurler en même temps des rires et de douleurs, les populations exsangues de ce pays classé parmi les plus pauvres de la planète. Le Niger est la 4e réserve mondiale de ce minerai qui sert à fabriquer également ces armes mortelles que cherchent à acquérir les grandes puissances mondiales. Sans en posséder, le Niger avec son uranium est au cœur de la dissuasion nucléaire qui maintient un certain équilibre de la terreur sur notre planète. Sans ces mines, pas moyen de faire ces armes nucléaires qui servent aux grandes puissances à se faire peur. Mais aussi, et c'est plus concret, sans ces minerais, pas moyen de s'éclairer en France notamment, comme on vient de l'entendre. Les Français devraient en avoir conscience. Comment ne pas comprendre la volonté des grandes puissances de contrôler la source de ce minerai stratégique? C'est ce qu'a fait la France depuis les indépendances en tenant ce vaste ensemble désertique sous sa coupe, en favorisant d'ailleurs la chute du premier président Diori Amani qui, après avoir été arrangeant pendant une quinzaine d'années, a commencé à envisager une révision des contrats miniers léonins liés à cette manne stratégique. Paris l'a lâché au profit du général Séné Kounché. Si les coups d'État militaires et les dictatures se sont multipliés en Afrique, c'est parce que les anciens colonisateurs ont favorisé les coups d'État en Afrique. Je songe à la chute de Amélie Diori, les Français l'ont favorisé. Dit par celui qui était le poste avancé de la France en Afrique, cela prend tout son sens, n'est-ce pas? Cette richesse minière, cet uranium, rythme la vie des Nigériens depuis leur pseudo-accession à la souveraineté internationale. L'essentiel de la réserve était tenu par le groupe français Areva, qui dans les années 2000, avec son ancienne patronne Anne Lauvergeon, faisait la pluie et le beau temps dans ce pays exsangue. La firme française y était plus puissante que le gouvernement, bien sûr, avec l'appui des autorités françaises. Pendant la folle guerre injustifiée contre Saddam Hussein, que l'on disait posséder des armes de destruction massive, on a même accusé le Niger, tenez-vous bien, d'avoir fourni de l'uranium à l'Irak afin qu'il fabrique son imaginaire arme nucléaire.
un des énormes mensonges qui alimentaient cette fausse bataille pour la démocratie dans le monde. On nous parle de propagande aujourd'hui, comme si nous n'avions pas de mémoire. Enfin, oui, les grandes puissances ont besoin de garder un œil sur ce territoire, sur son uranium. Regardez dans quel état il est pourtant, dans quelles conditions vivent les populations voisines de ces minerais stratégiques. Et cela vous expliquera pourquoi elles peuvent être en colère contre les autorités françaises. Et depuis quelques années, d'importantes découvertes de gisements de pétrole ont également attisé l'intérêt de l'ancienne puissance colonisatrice, mais également d'autres puissances nouvelles, comme la Chine, qui s'y active. Encore un riche pays de pauvres. Une raison supplémentaire des grandes puissances occidentales pour rester sur place. Pas question de lâcher le morceau. Il en est de même pour le Mali, qui est l'une des principales réserves d'or du monde. Pour ne pas être très long dans mon explication, je vais faire abstraction ici des autres richesses dont regorge le sous-sol malien. Je vais volontairement vous épargner, malgré moi, les 69,5 tonnes d'or extraits de son sous-sol en 2021, puisque le Mali reste le 3e producteur d'or du continent derrière l'Afrique du Sud et le Ghana. L'exploitation du métal jaune y est très importante, car elle génère 80% des recettes extérieures et contribue à hauteur de 10% au PIB. Principalement exploité par des compagnies internationales, cet or emprunte majoritairement les routes de l'export vers les grandes capitales occidentales, et ce, à l'état brut. Bref, au-delà des questions géostratégiques et sécuritaires que j'ai expliquées un peu plus tôt, il y a aussi de réelles raisons économiques de contrôler cette région du Sahel, comme nous venons de le voir. On peut aisément comprendre l'intérêt de la France et des pays européens à garder une influence ou au moins un œil dans cette région. Mais l'approche de Paris est vraiment la plus mauvaise, la plus maladroite, la plus obsolète qui soit. Elle semble n'avoir pas pris la mesure des changements qui s'opèrent, celle qui consiste à coloniser pour maintenir son influence, celle qui consiste à y multiplier des bases militaires, à maintenir des forces armées, celle qui consiste à mépriser les États et les gouvernants de ces nations pour justifier son intervention, celle qui consiste à utiliser de la propagande pour justifier l'urgence à y agir, à y être présent. C'est la pire des solutions. On y avait cru. Les groupes terroristes sont affaiblis, mais ils n'ont pas disparu. Alors qu'avons-nous à faire? Continuer, poursuivre, et la France restera avec vous. Le temps qu'il faudra. Il n'y a plus de politique africaine de la France. Il y a une politique que nous pouvons conduire, il y a des amis, il y a des gens avec qui on est d'accord, d'autres non. Mais il y a surtout un continent que nous devons regarder en face. C'est vrai. Il faut se parler et se regarder en face, pour de vrai, pas seulement dans les discours. Emmanuel Macron, il a pensé qu'on allait prendre une ardoise magique comme les enfants. Vous savez, on allait tirer et puis il n'y avait plus rien. Mais l'ardoise magique, ça ne fonctionne pas. Il a dit replions, il a été au Burkina Faso en disant aux jeunes, replions les rétroviseurs, regardons devant, ne nous occupons pas du passé. Et les gens ont envie de parler de cette période-là. Pour pouvoir passer à autre chose. On a gardé un système qu'on a fossilisé pendant que l'Afrique évoluait. Mais elle n'a pas évolué du jour au lendemain. C'est-à-dire que de plus en plus, ce système qu'on appelle la France-Afrique, avec le franc CFA, les bases militaires, les armées qui interviennent à chaque fois qu'il y a un problème de sécuritaire, ce système était de moins en moins compris. Mais enfin, ça n'a pas daté de hier. Ça a explosé récemment, on peut le dire. C'est une responsabilité de François Hollande, de Sarkozy et aussi de Emmanuel Macron de n'avoir pas compris ces évolutions et de ne pas avoir piloté la politique africaine pour l'adapter. De toute évidence, il fallait supprimer le franc CFA parce que c'est une compétence souveraine, les questions monétaires. Il fallait fermer sans doute certaines bases militaires. Il fallait aussi communiquer autrement. Il fallait se comporter autrement aussi. Il ne fallait pas garder Barkhane avec une armée française occupant pratiquement le Mali pendant près de 10 ans. C'était forcément incompris par la population, surtout si cette armée française se substitue à l'armée locale, si elle communique seule comme en terrain conquis. Toutes ces erreurs accumulées, toutes ces maladresses ont fini par faire exploser les choses au Mali et par contagion dans les autres pays de la région aussi. On parle de la Russie, mais vous avez la Turquie, vous avez le monde entier en Afrique. Et la France est toute surprise de voir que sa coopération, on n'en veut pas forcément, etc. Et vous avez cet anachronisme refoulé africain qui fait en disant maintenant on veut d'autres partenaires, c'est tout. Il faut que les Occidentaux, embrigadés par la propagande distillée par leurs puissants médias, en prennent conscience. La jeunesse africaine est gavée des discours sur le bien fondé de la présence française en Afrique, sur la France qui a sauvé le Mali des barbares. Elle est lassée des rappels incessants sur l'humanisme de Paris qui ne leur veut que du bien. Ce disque est rayé.
Le passif colonial et néocolonial est tellement lourd qu'il faut changer de discours. La jeunesse plus éduquée ne croit plus aux belles paroles sur la qualité de la coopération avec l'Occident. Elle veut traiter avec ceux qui apportent des solutions à ses attentes. Paris doit comprendre qu'il n'y a plus de partenaire privilégié. Le bon partenaire est celui qui respecte les Africains, qui s'insère, se fond dans leur agenda. Vous prenez un jeune de entre 25 et 30 ans en Afrique aujourd'hui, il se demande, mais c'est quoi ce système? Que font des militaires sur nos territoires? Que font-ils? Qu'on nous explique au moins, sont-ils là pour nous protéger, pour protéger le chef qui est au palais ou pour protéger et lutter contre le terrorisme? Quand il s'agit de l'Afrique, je pense que l'idée générale qui passe, oh, laissez-le, à son temps, ça viendra, laissez-le, on verra plus tard. On désigne une des puissances, vous gérez les affaires là, en attendant, on va voir. Ça se passe comme ça, vraiment? C'est exactement ça, se passe comme ça. C'est une question simplement d'ignorer les Africains et laisser les Africains dans la pauvreté où nous sommes là. On est à un carrefour. Voilà. Il faut que la France passe de la position de celui qui parle à la position à la posture de celui qui écoute. Ouais. Écouter l'Afrique, c'est être attentif à ses propositions. C'est ne pas balayer d'un revers condescendant de la main ses idées, ses stratégies. La décision d'intervenir en Libye, nous l'avons apprise à la radio. Or, aujourd'hui, c'est nous... Oui, mais il y a quand même quelques chefs d'État africains qui y ont participé et qui étaient d'accord pour cette intervention. C'est nous qui en subissons les conséquences. Moi, je parle au nom du Niger. Je n'ai pas été consulté. Or, je suis frontalier avec la Libye. Et aujourd'hui, je supporte les conséquences. Si on l'avait écouté, on n'en serait pas là aujourd'hui. Peut-être que Muammar Kadhafi serait tombé à terme, mais pas avec les mêmes conséquences sur toute la sous-région. On ne va pas revenir sur la question, mais c'est important. Aujourd'hui, il faut reconnaître que l'on vit une vaste hypocrisie de la part des Européens qui croient qu'ils peuvent mieux mener la guerre contre le terrorisme dans le Sahel que les concernés. Le problème que nous connaissons au Burkina Faso, à savoir l'insécurité, est d'abord une problématique, une question interne. C'est une question interne. Si nous prenions aujourd'hui d'autres partenaires qui viennent, qui ne connaissent pas nos réalités, qui ne connaissent pas nos populations, qui ne connaissent pas nos habitudes, qui ne connaissent pas le mode d'action ou le mode d'évolution des bandes ou des groupes armés. Et comment ces partenaires-là peuvent être efficaces? Dès que l'on ne s'inscrit pas dans la logique de Barkhane, Sabre et autres, on est forcément influencé par Moscou. On est victime de la propagande russe. Avec cette vidéo que les médias européens ont, dans leur démarche, plus rendu célèbre sur leurs écrans que les Africains à qui il était destiné. C'est ma maison maintenant, dégage. Nous sommes les démons de Macron, maintenant c'est notre pays. As-tu besoin de renfort, mon ami? Merci mes amis. J'ai entendu dire que la Côte d'Ivoire a besoin d'aide aussi. En dehors de quelques réseaux sociaux, il n'a été diffusé sur aucun média du sud du Sahara. Et pour le regarder, il faut non seulement avoir des unités de téléphone, mais vraiment en avoir envie. Les autorités françaises également ont toujours souligné, bien sûr, le sacrifice que représente l'engagement de la France dans le Sahel de façon générale, y compris bien sûr au Burkina Faso. C'est un sacrifice humain, mais au-delà du sacrifice humain, c'est également un sacrifice économique. La vision de la transition aujourd'hui, c'est que c'est les Burkinabés eux-mêmes qui vont consentir le sacrifice pour la libération de notre territoire. Les racines du mal viennent de loin. Wagner surfe sur une vague, sur un mécontentement, sur un désamour. C'est ça le problème. Wagner, c'est une milice privée. Wagner, c'est pas une armée. La force de la Russie, c'est qu'ils sont en train de déstabiliser la France à bas bruit et à bas prix. Bien sûr, parce que je pense que le Burkina Faso est à la croisée des chemins, qu'il n'a pas encore clairement choisi la Russie comme partenaire. Ils sont en discussion, en négociation, c'est certain. Le Premier ministre du Burkinabé est allé à Moscou en décembre. Des gens de Wagner sont venus. Oui, donc c'est bien avancé quand même. Voilà, donc c'est avancé, mais ils n'ont pas conclu. Wagner, on a entendu dans la presse partout que Wagner est à Ouagadougou. Nous aussi, on a appris ça comme ça. Et j'ai même demandé à certains, ah bon, ils sont où?
Entre-temps, on a appris qu'ils sont même logés dans un hôtel quelque part. Nous, on était surpris de voir de quoi il s'agissait. Mais je pense que c'est quelque chose qui a été juste créé pour... vous voyez, il y a un état d'esprit général. Lorsque vous traitez avec Wagner, tout le monde vous fuit. Donc c'est quelque chose qui a été créé pour que tout le monde nous fuit. Eh bien, félicitations, c'est bien. Lorsque vous vous retrouvez coincé comme ça, vous êtes obligé de développer des solutions endogènes. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous sommes capables, ce pays-là est capable de transcender tout ça. Wagner n'est donc pas une option que vous envisagez? Wagner, nous avons nos Wagner déjà. Les VDP que nous recrutons, c'est les premiers Wagner. Amusant, non? Les autorités de la transition au Burkina veulent combattre par eux-mêmes les djihadistes. C'est pourquoi ils ont décidé de recruter des volontaires nationaux, les VDP, pour mener la lutte. Tous ceux qui sont volontaires, nous les prendrons. Il y a plein de gens qui se sont enrôlés. Il y a des commerçants, il y a des travailleurs qui ont laissé carrément leur boulot pour venir défendre la patrie. Il y a des étudiants qui ont laissé les études pour venir défendre la patrie. Il y a des vieilles personnes très âgées qui sont arrivées. Mais la plupart sont des jeunes et nous allons les prendre tous, les équiper et les permettre de défendre leur patrie parce que c'est le patriotisme qui les a animés. La vraie raison donc du retrait de sabre est stratégique. Une option des autorités burkinabées dans la manière de mener la lutte. Et le recrutement des VDP se trouve être contraire aux lois de certains États. Donc subitement, on se retrouve à nous refuser donc, un certain nombre de choses, notamment les équipements militaires et tout. Alors, si on ne veut pas nous permettre d'acquérir des équipements dans tel pays, on va aller dans d'autres pays. On va l'acquérir. Ce n'est pas la première fois que je le dis. La plupart des chancelleries occidentales sont passées ici. Je les ai dit ça. Les autorités politiques françaises refusent de fournir des armes pour les VDP, redoutant qu'il y ait des abus et des violations des droits de l'homme contre des populations. Mais nous avons décidé de les encadrer. Aujourd'hui, les VDP qui manœuvrent, même les VDP nationaux que j'ai dit qu'on est en train de déployer, il y a toujours des militaires dedans. Donc ils sont constitués en équipe et commandés par des militaires jusqu'au plus bas échelon. Donc ils ne peuvent plus aller seuls aller agir. Donc ça, c'est un volet très important. Et au cours de leur formation, la structure des droits humains qui est ici a une plage horaire où ils partent les former en droits humains. Donc on a intégré ça et à tous les niveaux, ça se fait. Puisque Paris tergiverse, alors le jeune capitaine Traoré se passe de leur présence. On voit bien que les propos du porte-parole burkinabé, quand il annonce la rupture de cet accord de coopération militaire, au contraire, il rend hommage au sacrifice des militaires français et il appelle une aide en équipement pour le Burkina Faso. Donc il veut prolonger la coopération militaire avec la France, ce n'est pas une rupture, mais... ça va dépendre maintenant de la France. Soit la France répond positivement, et à ce moment-là, je pense qu'il n'y aura pas un véritable changement de partenaire. La France restera avec de bonnes relations avec le Burkina, ou bien la France dit non, et le Burkina se tournera vers la Russie et probablement vers Wagner. Mais la France a un dilemme, parce que cette aide en équipement militaire, elle serait destinée en pratique pas seulement à l'armée burkinabé, mais à ces milices villageoises formées par l'armée burkinabé qu'on appelle les volontaires de défense de la patrie. Il y en a 90 000 qui sont en cours de recrutement et on a peur, si on leur donne des armes, qu'il y ait des bavures, qu'il y ait des violations des droits de l'homme. Et donc la France, probablement, ne va pas donner des armes. En tout cas, elle va s'interroger sur cette question. Et si elle répond négativement, à ce moment-là, on aura un vrai changement et le Burkina va se tourner à ce moment-là vers la Russie. Étonnant cette préoccupation de Paris qui, alors qu'elle livre des armes les plus sophistiquées dans des mains inconnues, de mercenaires violents et incontrôlés en Ukraine, alors qu'elle encourage et se réjouit du nombre de volontaires qui donnent un coup de main à l'armée ukrainienne, dans le même temps, refuse d'armer les populations africaines contre des djihadistes beaucoup plus violents et plus meurtriers. On a presque envie de hurler au mépris ou encore à la condescendance. Les nègres du Sahel ne seraient-ils pas suffisamment responsables, pas assez matures pour qu'on leur fournisse à eux aussi des armes pour se défendre contre ces barbares qui les égorgent? Et celui qui n'adhère pas à ces deux poids de mesure est considéré comme embrigadé par Moscou. On y voit tout de suite l'ombre de Wagner et de Poutine. Le nom Wagner est devenu un épouvantail que l'on agite à toutes les occasions dans le Sahel. Et pourtant, dans cette histoire, les relations entre la France et le Burkina n'ont pas été coupées. C'est juste un processus qui a été enclenché, mais ça n'a rien à voir avec la diplomatie.
L'ambassade française est là, les ressortissants français sont là, de même que notre ambassade là-bas. Donc il n'y a rien diplomatiquement qui a été touché. Et la France est déstabilisée, pas du tout par l'État, c'est pas l'Ukraine. Ils ne sont pas déstabilisés par la Russie qui arrive en Afrique. Non, pas du tout. La présence militaire de la France en Afrique, ça sert finalement de déshérence. Derrière Wagner, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la coopération militaire, il y a des hélicos, il y a de l'armement. C'est ça, en fait. Les Russes, ils sont très forts. Nous, on est en train de regarder, c'est vraiment du tout à carrière de la Lune. On regarde Wagner. Mais les Maliens, ils ont signé des accords de coopération militaire extrêmement importants, parce que c'est une vieille tradition avec la Russie. Vous aviez rencontré Wagner, vous, pendant que vous étiez aux Afriques? Non, je n'ai pas croisé Wagner. Mais vous avez rencontré des Russes? Oui, j'ai rencontré quelques Russes. Puisque même au Burkina, il y a des sociétés minières russes. Et bien sûr qu'ils vont acheter de l'armement russe. Bien sûr, ils vont acheter de l'armement russe, mais c'est pas. Et nous, on va être encore sur Wagner. Mais c'est une diplomatie d'influence des Russes à bas prix. Ça ne coûte pas grand-chose, Wagner, surtout s'ils se payent en or. Monsieur le ministre, en faisant le choix de renforcer la coopération avec la Russie, le Mali veut aussi montrer, nous n'allons pas continuer à nous justifier pour le choix de nos partenaires. Il ne faut plus qu'on repartage nos pays entre zones d'influence. Arrêtons cet odieux, ce tragique mensonge. La propagande est de tous les côtés. Et elle ne se limite pas aux Européens ou aux Russes. Il faut savoir que les courtisans de l'Afrique sont légion maintenant. Oui. Voilà. Vous savez que M. Lavrov a été suivi de la secrétaire américaine au commerce, qui est en tournée aussi en Afrique. Il succède, et le ministre des Affaires étrangères de la Chine est passé avant. Vous voyez? Donc, à ce moment, on a beaucoup de courtisans et les Africains veulent aussi, ils voient leurs intérêts. Aujourd'hui, il n'y a plus d'Africains francophones qui vous dira « j'aime la France ». Ça n'existe pas. Ils aimeront la France, ça dépend de combien le chéquier. Vous sortez le chéquier, on discute et on passe sérieusement. Ce n'est plus l'Africain qui rigole, qui aime. Il n'y a plus de tendresse dans l'affaire. C'est du business, c'est les intérêts. Et c'est normal parce que tous les États fonctionnent ainsi. Diversifier, on diversifie. Vous l'avez remarqué, il y a plusieurs missions qui ont été effectuées. D'autres sont à venir pour vraiment scruter d'autres horizons. Parce que nous voulons des partenariats, comme on aime le dire, gagnant-gagnant, franc. Si on nous dit « je vous donne ça et je veux ça en retour », on discute, on s'entend, si ça nous arrange, on le fait. Mais nous ne voulons peut-être pas de partenariat un peu flou, un peu pas clair, si je peux dire, déséquilibré, non. Donc c'est ça. Donc ce qui fait qu'on recherche beaucoup d'autres partenaires dans cette lutte-là. Elles sont un certain nombre les compagnies de mercenaires qui écument la sous-région en proposant leurs services aux dirigeants africains pour, disent-ils, la nettoyer des djihadistes, moyennant bien sûr rétribution. Une offre dont on ne parle presque pas. Ce n'est pas très bon pour la propagande occidentale. Nous avons été contactés par des sociétés sud-africaines. Nous avons été proposés par des sociétés aussi qui se proposent, même certaines sociétés qui sont basées au niveau de l'Afrique de l'Ouest, qui se proposent d'envoyer leur personnel occuper une zone, nous aider. Oui. En contrepartie de quoi? Bon, les contreparties, c'est sûr que ça va nécessiter des paiements, mais nous n'étions pas dans cette dynamique-là. Et c'est ce qui m'a fait dire lors d'un entretien avec la troupe à Bobo que quand quelqu'un se bat pour quelque chose, ça devient sa chose. Ces mercenaires, comme on l'entend, ne sont pas que russes. Et vous noterez à la décharge de ces dirigeants légitimes ou illégitimes qui n'ont pas succombé au charme de ces vendeurs de violence. Mais souvenez-vous que c'est cette posture méprisante, infantilisante, qui a mis les Centrafricains dans les bras des Russes. Ils n'auraient pas connu Wagner si Paris, en refusant de leur livrer des armes, ne leur avait pas demandé d'aller voir les Russes. Pendant que les Français tergiversent, les dirigeants ont des besoins et des urgences qu'il faut gérer. Parlons bien, parlons simple, parlons concret. Il n'y a que du sang et des larmes, partout. De la Mauritanie au Tchad, de la Libye au Burkina Faso. Voilà plus de 10 ans que les armées européennes se sont déployées à grands frais dans le Sahel. Quel bilan! Ce n'est pas une insulte de dire qu'il est largement négatif. Le cancer du début a fait des métastases. Le mal qui était circonscrit au nord du Mali a gagné l'essentiel du pays.
Il s'étend désormais au Niger, au Burkina Faso et touche même déjà le nord du Bénin et du Togo qui étaient jusque-là épargnés. Le cancer a eu raison à la fois des pouvoirs démocratiquement élus comme des régimes d'exception et même des putschistes. Donc, aux grands mots et grands remèdes, c'est les existences même de ces pays qui sont menacées. Tous les gouvernements successifs qui sont passés au pouvoir, de gauche comme de droite, n'ont pas fait ce qu'il fallait. Ils ont répété la même politique. On n'est pas loin de la politique de Focard. Au lieu de continuer de se donner bonne conscience, de mettre son énergie à faire passer ceux aux affaires pour des corrompus ou des pouvoirs illégitimes incapables d'apporter des solutions pérennes aux crises que vous avez en partie suscitées par votre mépris et votre arrogance, il serait souhaitable de venir plus humblement, plus respectueusement voir les dirigeants du Sahel, civils comme militaires, pour leur dire que vous vous êtes trompés, pour reconnaître que cette guerre est en même temps la vôtre, qu'elle vous concerne autant qu'elle les concerne, et qu'ensemble, il est venu le temps de s'écouter. L'argument de la mauvaise gouvernance, de l'illégitimité des régimes que Paris montre comme la cause de cette déchéance est un peu limité, puisque les pouvoirs qui se sont effondrés étaient démocratiquement élus. Amadou Toumani Touré, Ibrahim Boubacar Keïta, Idriss Déby Itno, Roch-Marc Christian Kaboré étaient largement élus par les Maliens, les Burkinabés et les Tchadiens. Ils n'ont pas pu freiner l'avancée des terroristes. Ils étaient tout aussi critiques de la stratégie que leur imposait Paris et ses alliés. Ils estimaient qu'elle n'était pas adaptée. Nous indexons la gouvernance politique mondiale. Il y a des décisions qui sont prises sans nous. Les jeunes putschistes du Mali et du Burkina Faso, eux, hommes de terrain, ayant vécu et subi les incohérences du dispositif, ont simplement changé la réponse en prenant leurs responsabilités, en renversant les régimes. Je ne souhaite pas faire l'apologie du putsch militaire, mais je pense que dans la situation que traversaient le Mali et le Burkina Faso, toutes les solutions étaient envisageables. Quand la médecine moderne ne vous apporte pas de résultats et que vous êtes condamné, vous envisagez parfois les sorciers et les tradipraticiens. Et quand votre maison brûle, vous ne regardez pas la qualité de l'eau que vous utilisez pour l'éteindre. L'essentiel est qu'elle stoppe les flammes. Je ne veux pas croire que ces officiers aux affaires soient moins bons ou plus bons que les civils. Ils s'inscrivent simplement dans le refus d'une stratégie qui a montré ses limites. Le voir dans leur refus de continuer avec la stratégie adoptée, dans leur démarche de sortir des rangs, que l'influence de Moscou, c'est soit être de mauvaise foi, soit refuser d'affronter la vérité. La Russie compte les points, les mauvais points de la France. Oui. Ils sont là, ils comptent, ils voient la France. Et la Libye en était. Elle exploite les maladresses de la France. Ça, voilà. oui, et c'est la ça. Libye. Lorsque votre maison brûle, vous acceptez même l'aide du diable pour éteindre le feu. Cela s'impose encore un peu plus lorsque votre ami, qui a volé à votre secours aux premières heures de l'incendie, s'illustre par son incapacité à vous aider à éteindre ce feu. Les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens n'ont pas un autre pays. Ils ne sont les bienvenus nulle part ailleurs, et certainement pas dans l'espace européen. Il est logique qu'ils adoptent toutes les solutions, toutes les alternatives nécessaires pour sauver leur seul bien, leur pays. Alors les considérations démocratiques, électorales, légitimistes dans ces circonstances ne passent plus au premier plan. Ce n'est pas pour faire l'apologie des putschistes, mais je peux comprendre la démarche de la même façon que les Français ont accepté le putsch du général de Gaulle dans les années 50 pour sauver la France. Je ne dis pas qu'il soit meilleur, mais il répondait à une urgence. Nous avons un idéal pour le pays. Nous avons un idéal que nous avons développé depuis très longtemps. Et nous rêvons de quelque chose pour ce pays. C'est ce qui nous a amené à prendre ce risque. C'est le plus gros risque que je peux dire qu'on puisse prendre dans l'armée. La question de savoir s'ils s'en sortent est tout autre. Une fois qu'on a soldé cette question de la légitimité des dirigeants, ou soit dit au passage Paris elle-même n'est pas très cohérente, suivez mon regard, comment procède-t-on pour gérer cette crise qui est celle du Sahel et de l'Europe? Là, on entre dans du très dur, dans la grande absurdité. Savez-vous combien les États européens ont dépensé ces 10 dernières années dans cette guerre au Sahel? Pas moins de 15 milliards de dollars, rien que pour l'opération Barkhane. Je vous épargne le reste des corps présents. Tout ceci pour un résultat négatif. En plus, ils ont perdu une 50aine de soldats sur le terrain. En gros, on a cramé tout cet argent, cadeau comme on dit à Abidjan. Et Paris repart la queue entre les jambes, comme un chien battu, mettant en cause les régimes maliens et burkinabés qui ne leur ont pas permis de chasser les terroristes, accusant les dirigeants maliens et burkinabés d'être sous l'influence de Moscou et de Wagner. Soyons sérieux. Après avoir stoppé l'avancée des djihadistes avec Serval, Barkhane a été un fiasco financier et humain. Simplement parce qu'elle imposait sa vision à ses partenaires. Elle ne tenait pas compte de leur point de vue, du moins politiquement, parce que sur le terrain, les militaires français et leurs frères d'armes locaux avaient un meilleur rapport.
Tout ceci est le résultat de la condescendance des Européens dont nous parlons régulièrement. Pour Paris, ces États ne peuvent pas se battre et ne peuvent pas gagner cette guerre. Seuls eux peuvent vaincre ces hordes de fous furieux. Pourtant, il suffit de se rapprocher, de se parler d'égal à égal avec les armées africaines qui ont été fragilisées du fait des institutions internationales, il faut le rappeler. Wir werden der Ukraine auch Kampfpanzer zur Verfügung stellen vom Typ Leopard 2. And today I'm announcing that the United States will be sending 31 Abrams tanks to Ukraine, the equivalent of 1 Ukrainian battalion. Secretary Austin has recommended this step because it will enhance the Ukraine's capacity to defend its territory and achieve its strategic objectives. Voilà l'addition que l'on peut faire aujourd'hui. L'Allemagne annonce 14 Léopard 2, la Pologne 14, la Finlande 14, la Norvège 8, l'Espagne entre 20 et 54, les Pays-Bas 18, le Danemark 6 et le Portugal 4. Total entre 98 et 132 Léopards. Les États-Unis annoncent 31 chars Abrams. Les Britanniques, qui ont ouvert le bal, promettent 14 Challenger 2. Au total, cela ferait donc jusqu'à 177 chars d'assaut. Pas loin de 2 divisions, c'est clairement significatif. Impressionnant tout de même, non? C'est ce qu'on appelle un soutien actif. Ça force l'admiration de tous. Mais pourquoi ne l'a-t-on jamais essayé dans le Sahel? Pourquoi cette région du monde torturée, malmenée, ensanglantée par des djihadistes n'a-t-elle jamais bénéficié d'un tel soutien? Vous aurez remarqué qu'à aucun moment dans cette guerre en Ukraine, il n'est question d'envoyer des soldats étrangers sur le terrain. On leur offre en cascade une centaine de chars et toute l'artillerie dont ils ont besoin. Et les seuls soldats étrangers qui puissent rentrer sur le terrain sont des instructeurs pour les initier au maniement de ces engins. C'est l'armée ukrainienne qui se bat. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a jamais fait dans le cadre du Sahel? Pourquoi le Mali, le Niger et le Burkina Faso, pour ne parler que d'eux, n'ont jamais bénéficié d'un tel arsenal? Doit-on comprendre que ce sont des sous-hommes, des incapables, qu'il faut absolument protéger? Pourquoi n'a-t-on jamais envisagé de donner du matériel à ces soldats africains pour qu'ils défendent leur territoire comme on le fait pour les Ukrainiens? Les grandes puissances, ceux qui maintiennent, ceux qui ont la technologie, ceux qui ont les moyens, estiment que ce n'est pas une priorité pour nous. La réalité, c'est cela. Devant ces 2 poids 2 mesures, les choses sont claires. Plus besoin de s'interroger de savoir pourquoi les jeunes brandissent des drapeaux russes dans les manifestations en Afrique. Ce n'est pas pour l'amour de la Russie. Ce n'est pas parce qu'ils pensent que la Russie est fondamentalement meilleure. C'est parce qu'ils vivent l'injustice, le mensonge, le manque d'honnêteté, de considération des puissances occidentales. Les puissances qui se disent amies, mais qui se hâtent très lentement pour soutenir le continent de façon efficace. Les partenaires techniques et financiers nous ont promis plus de 12 milliards de dollars pour développer cette zone sensible, cette zone qui peut être le terreau où le terrorisme peut facilement s'installer dans cette zone. Nous avons fait nos projets, mais jusqu'au jour où je parle, en ce qui concerne le Tchad, aucun de ces projets n'a été financé. On n'a pas de financement. On nous accorde, cadre de l'Union européenne, sur tout ce qui a été financé. Qu'est-ce qu'on a demandé? 12 milliards d'un côté pour le développement et 400 millions de dollars pour équiper nos armées, pour faire face à la situation de l'agression, de l'insécurité contre le Boko Haram. Sur les 400 millions, rien jusqu'à nos jours. Sur les 12 milliards, rien jusqu'à nos jours. Non, je ne sais pas de quel argent il avait pu être question. S'il s'agit de l'argent destiné au G5, ça attend toujours. La preuve, c'est que la dynamique qui avait commencé est en train de s'essouffler. Il n'y a pas de doute. Il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Il est évident que si les armées du Sahel avaient bénéficié du même appui financier, militaire et stratégique que l'Ukraine, le terrorisme aurait déjà été vaincu au Sahel. C'est une évidence. En Ukraine, vous avez un pays souverain dont la souveraineté et l'intégrité territoriale a été violée par une agression unilatérale d'un pays voisin, la Russie. C'est comme ça qu'il faut le qualifier. C'est une guerre lancée par la Russie. Les règles qui sont les nôtres, la Charte des Nations Unies, les textes que nous avons signés, que la Russie d'ailleurs a également signés en tant que membre de l'OSCE, font qu'elle a violé à peu près tous ses engagements internationaux. Le choix qui a été fait par les Européens, premièrement, n'est en aucun cas de participer à cette guerre, mais de la reconnaître et de la nommer. Là où je vois trop souvent de l'hypocrisie, en particulier sur le continent africain, je vous le dis avec beaucoup de calme et de sérénité, à ne pas savoir qualifier une guerre qui en est une et à ne pas savoir dire qui l'a lancée.
Parce qu'il y a des pressions diplomatiques, je ne suis pas dupe. Mais enfin, il faut dire les choses. On vit mieux. C'est un point de vue qui ne convainc pas grand monde au sud du Sahara. Il est perçu comme infantilisant. Dans l'absolu, qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est mis en danger? L'existence même des États sahéliens. Y a-t-il une valeur au-dessus? Ces menaces sont des menaces stratégiques. J'entends par stratégique, c'est des menaces qui vont remettre en cause, qui risquent de remettre en cause la survie des États actuels. Nous sommes conscients du fait qu'on ne peut pas continuer à sous-traiter notre sécurité à d'autres. Nos forces armées ont été affaiblies pendant longtemps. Nos forces armées ont été affaiblies par les programmes d'ajustement structurel successifs qui ont été imposés au continent africain parce qu'il faut se souvenir qu'il y a des années où on a cru penser que mettre l'argent dans la sécurité, mettre l'argent dans les forces de défense et de sécurité, c'est jeter l'argent par la fenêtre. On ne s'est pas rendu compte de la liaison étroite qui existe entre sécurité et développement. Pour développer le pays, il faut la sécurité, et pour avoir la sécurité, il faut aussi le développement. Une chose est à rappeler au plus grand nombre. La jeunesse africaine ne veut plus d'une présence militaire sur son sol. Est-ce qu'on a encore besoin aujourd'hui de bases françaises aussi nombreuses en Afrique? Voilà. Donc, il n'y a pas eu ces grandes réformes qui étaient nécessaires. Et donc, le sentiment anti-français, il ne vient pas des Russes. Les Russes l'ont simplement exploité ensuite, avec les réseaux sociaux. La jeunesse africaine est assoiffée d'indépendance, de liberté. Le French bashing auquel on assiste en est la manifestation. Alors si l'Europe veut se protéger des dangers, des risques venant du désert du Sahara dont nous avons longuement parlé, elle gagnerait à modifier sa stratégie, à mettre à jour son logiciel, en arrêtant d'essayer d'installer des bases dans des pays de la région et en dépensant ces sommes faramineuses pour contribuer à renforcer à la fois les armées subsahariennes, mais également les États, sans ingérence et avec respect, comme elle le fait sur d'autres continents. Je crois que c'est l'intérêt des pays européens de les aider parce qu'il y a une menace véritable de déstabilisation de cette région. Mais les aider comment alors? Et si cette région éclate, il y aura des conséquences sur la France et sur l'Europe. La roue de l'histoire tourne et rien ne sera plus jamais comme avant. Il convient pour les dirigeants occidentaux de le comprendre et de prendre en compte les exigences d'une jeunesse africaine qui sait mieux que ses aînés ce qu'elle veut. Il faut arrêter de faire pression sur les dirigeants africains pour installer chez eux des bases militaires, des zones de surveillance, de survol des drones, des bases de ravitaillement. Personne n'est dupe de l'intérêt que cela représente. Il faut arrêter de faire pression sur les dirigeants subsahariens pour qu'ils acceptent ces bases comme on le fait en ce moment au Bénin et au Togo. C'est le moment d'établir une relation différente. Non, il ne faut pas imposer quoi que ce soit, il faut être à l'écoute et les aider autrement, puisque les formes d'aide ont échoué, aide militaire en matériel, en conseil, en formation, en renseignement, mais pas par une présence visible de l'armée française autant que possible. Les Africains ont juste besoin de souveraineté, les Sahéliens juste besoin de se défendre, de défendre l'intégrité de leur territoire. Et si cela passe par des Russes, pourquoi pas? Et si cela passe par des Chinois ou des Turcs, pourquoi pas? Mais ce n'est pas un choix fait de gaieté de cœur. C'est une réaction face à la condescendance, au mépris des partenaires traditionnels qui n'ont pas compris que la donne a changé, qui n'ont pas compris que les pratiques du passé ne peuvent plus être acceptées par la jeunesse. Qu'on nous permette de pouvoir nous équiper de faire la guerre, parce que nous n'allons pas nous asseoir et regarder notre peuple mourir, ça jamais. Sinon, pourquoi on serait venu? Donc, ça impose qu'on scrute d'autres horizons, rien que le côté militaire. Et le volet économique aussi, c'est important, parce que ça accompagne la guerre. On ne peut pas dire que ça va échouer, ça va peut-être réussir, on le souhaite tous. Si les pays africains peuvent se débrouiller de façon indépendante, c'est la solution idéale. Mais pourquoi fait-il appel aux Russes alors? Mais ils n'ont pas encore fait clairement appel aux Russes. La stratégie qui consiste à dénigrer systématiquement les dirigeants africains, à les faire passer pour des incapables, des corrompus, sans projet, elle ne peut pas durer plus longtemps. Parce que les jeunes dirigeants ont fait les mêmes écoles que ceux d'Occident. Ils ont les mêmes aptitudes que ceux du Nord. En plus, ils ont une meilleure connaissance du terrain. Le bashing systématique des médias du Nord n'a plus le même effet, puisque désormais, les Africains, grâce à la toile, ont d'autres sources d'information. Ils consomment moins les traditionnels médias du Nord qui arrosent la planète de façon discontinue. Ils sont beaucoup plus critiques sur les analyses qui leur sont proposées. Ainsi, faire passer un Assimi Goïta, un Mamadi Doumbouya, un Damiba ou un Ibrahim Traoré pour des idiots ou des illuminés ne prospère plus, puisqu'ils ont vite fait de rappeler qu'ils étaient eux aussi dans les grandes écoles de guerre et n'étaient pas des cancres. Ils rappellent également qu'ils ne peuvent pas être plus mauvais que ceux que l'on a installés à la tête des jeunes États au lendemain des indépendances pour servir les intérêts de l'ancienne métropole. Tout Gabonais a deux patries, le Gabon
et puis la France. Affligeant, non? Peut-on établir une comparaison avec les militaires que toute la presse internationale désigne? Et de toute façon, on n'a jamais vu un parent changer son enfant handicapé contre celui du voisin qui est mieux portant. Ceci, quelle que soit la lourdeur du handicap. Ceci doit amener les dirigeants du Nord à comprendre qu'ils doivent composer avec ceux qui sont aux affaires. C'est avec eux qu'ils doivent construire le bouclier dans le Sahara. Si l'on veut en finir avec cette guerre, il faut mettre un terme à cette hypocrisie collective. Il faut arrêter de susciter des complots pour les renverser et se concentrer sur l'essentiel. Mais une fois qu'on a établi les responsabilités des autres, une fois qu'on les a mis devant leur réalité, qu'on leur a fait comprendre que nous ne sommes pas dupes de leurs manœuvres et que ça ne peut pas continuer ainsi. Une fois qu'on leur a fait comprendre qu'on traitera avec le mieux-disant, qu'on ne veut plus sous-traiter notre sécurité, on doit aussi, dans le même temps, pouvoir se regarder dans la glace et établir nos propres responsabilités. On ne peut pas ne pas dénoncer l'indifférence, le manque de solidarité de la grande majorité des nations africaines face au drame qui ensanglante le Sahel. Personne n'ose le dire tout haut et pourtant dans les couloirs des chancelleries, cela se murmure. Les dirigeants subsahariens ne se sont pas illustrés par leur soutien au Mali, au Burkina Faso, au Niger ou au Tchad. En dehors de la jeunesse qui se mobilise, qui se solidarise, la plupart des dirigeants de nos pays regardent ce drame en spectateurs. Plus grave encore, certains chefs d'État dont le logiciel n'évolue pas et qui préfèrent continuer de jouer les nègres de salon, continuent de jouer le jeu des Occidentaux. Même si en privé, ils saluent le courage des jeunes officiers maliens et burkinabés qui ont osé tenir tête à l'ancienne métropole. Pourtant, leur soutien serait un rempart solide et efficace face aux adversaires du Mali. Il y a un temps pour la politique et un autre pour l'engagement. N'attendons pas que les forces étrangères, vexées par l'audace de ces jeunes officiers, s'organisent et frappent comme elles en ont l'intention dans les prochaines semaines pour tresser une couronne à ces officiers qui ont bousculé les habitudes. Leur échec n'épargnera personne, même pas leurs adversaires. Et la jeunesse ne laissera pas faire. Elle a appris l'efficacité de la rue. Elle sait désormais s'en servir à bon escient. Mais on doit tout faire pour ne pas en arriver là. La raison et le bon sens devraient prédominer, n'est-ce pas? Je voudrais vous remercier pour votre fidélité à ma chaîne YouTube qui compte de plus en plus d'abonnés, mais également pour mes autres plateformes digitales où vous êtes de plus en plus nombreux malgré les faux comptes qui continuent de se multiplier. Cette fois-ci, plus de réelles raisons de vous laisser avoir puisque, comme vous l'avez certainement remarqué le long de cette chronique, nous vous proposons un QR code à scanner pour être sûr d'être sur notre plateforme, la vraie. Elle vous évite, du moins pour l'instant, de continuer de subir les assauts de cybercriminels qui usurpent mon identité à d'autres fins. Je vous prie donc de scanner ce QR code si vous ne l'avez pas encore fait. Il vous conduit directement à tous mes comptes LinkedIn, Facebook, TikTok, Instagram et Twitter. En le scannant, vous êtes cette fois-ci certain d'être sur les bons comptes, celui qui vous propose le narratif africain, sans complaisance mais sans condescendance.